Bonjour et bienvenue au balado de l'été du journal L'Éveil. Nous avons le plaisir de recevoir directement du Super Aquaclub de Pointe-Calumet l'illusionniste Luc Langevin. Bonne écoute. On a le plaisir de recevoir au balado de l'été du journal L'Éveil l'illusionniste Luc Langevin. on est au Super Aquaclub. Luc, merci Oui. de t'être déplacé dans notre petit coin de pays. Ben, c'est un plaisir. C'est un endroit festif, ça fait du bien. Absolument. C'est pas ton genre de décor le genre de décor dans lequel on te retrouve habituellement. Effectivement. Mais c'est l'été pour tout le monde. Donc, C'est l'été pour tout le monde. voilà. J'espère que ça te dépayse pas Non, trop. non, ça va. Moi-même, j'admire les palmiers en même temps qu'on se parle. Ça tombait sous le sens parce que tu es en spectacle en ce moment à Saint-Eustache pour quelques jours Oui. de suite. Tout à fait. Oui, on est là, 4-5 représentations, je pense, au Zénith de Saint-Eustache, une belle salle où on a même fait la pré-production du spectacle pendant quelques semaines, il y a de cela un an. Là. OK. Donc, c'est une salle que je connais bien et que j'adore. Est-ce que c'est habituel pour toi quand tu fais des spectacles, de coller un peu à la salle comme ça, de faire plusieurs représentations de suite? Oui, bien, un spectacle de magie, il y a une grosse partie où on doit tester dans le vrai environnement. Donc, c'est mon 4e maintenant. Donc, puis celui-là, plus que jamais, parce qu'il est encore plus imposant, on a besoin d'être dans une vraie salle de spectacle pour voir les vrais éclairages, le vrai point de vue du public pour savoir si les illusions fonctionnent. Parce que comme on les crée sur mesure, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on fait des calculs sur papier, on fait fabriquer des affaires, on commande. Mais quand ces commandes-là arrivent ou quand on voit l'affaire fabriquée pour la première fois, là, on doit la mettre dans le vrai environnement. Donc, parfois, on a un local test avant, une espèce d'hangar où on vérifie, mais on a vraiment besoin de le voir dans une salle de spectacle où la lumière est contrôlée. Donc, avant le début de chaque tournée, on est toujours dans un théâtre fixe qu'on occupe pendant souvent 1 mois, 2 mois, où là, le spectacle prend vie vraiment, où là, on voit si est-ce que je vis une émotion en voyant l'illusion, est-ce que c'est efficace. Donc, c'est un processus normal. On a peut-être moins ça avec d'autres formes d'art, peut-être avec l'humour ou la chanson, c'est peut-être moins nécessaire d'occuper le théâtre vraiment. Mais en tout cas, du moins pour la magie que je fais, c'est vraiment un incontournable. Puis de te retrouver plusieurs fois de suite dans le même territoire. Parce que là, tu décris de façon assez claire la relation à l'objet en tant que magicien, le décor et tout. Est-ce que la relation, parce qu'il y a une grosse dimension aussi qui est la relation à l'humain, est-ce que d'être dans une même ville plusieurs soirs de suite, est-ce que tu t'adaptes en cours de route à ton public, mettons, est-ce que les publics se ressemblent, puis est-ce que ça t'aide à ce niveau-là? Bien, on devient tous un peu enfants face à la magie. Donc, je dirais le public ne change pas tant, mettons, au Québec, d'une ville à l'autre. Il y a des variations, mais la magie suscite toujours un peu le même genre de réaction. On est émerveillé, on retombe un peu en enfance. Puis le spectacle que je fais va chercher d'autres émotions aussi, puis c'est un but. Tu sais, le metteur en scène, qui est José Lito Michaud, voulait vraiment qu'on transcende un peu la magie, puis le reste de l'équipe et moi-même, on a embarqué là-dedans, c'est-à-dire que les émotions qu'on vit, c'est pas juste « hein, comment il fait », on est touché, on rit, parfois il y a des moments de grande poésie. Donc toutes ces émotions-là, c'est des émotions humaines qui sont assez universelles, ce qui fait qu'on peut passer d'une ville à l'autre sans trop sentir qu'on est d'un endroit ou l'autre du Québec. Par contre, quand je traverse l'autre bord pour aller en France, en Belgique, en Suisse, là, la différence culturelle est souvent marquée. Ils n'ont pas la même relation avec l'illusion, avec le monde du spectacle aussi. Donc là, je vois une plus grande différence. Mais au Québec, les réactions sont assez uniformes, je dirais, d'un endroit à l'autre. Tu as bâti ce spectacle-là autour d'un narratif avec l'aide de José Lito Michaud, justement. Puis, quelque chose qui revient souvent pour t'avoir entendu dans certaines entrevues, c'est l'enfance. Oui, ben oui. Je pense qu'il y a un numéro spécial d'ailleurs dans ton spectacle où est-ce que tu fais monter un enfant sur scène. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Parce que je pense que c'est un des moments forts de ce spectacle. Oui, puis ça arrive assez tôt dans le spectacle. On fait monter un enfant sur scène, puis je lui fais vivre quelque chose qui, je pense, il va se rappeler pendant une bonne partie de sa vie, parce que c'est pas... n'importe quel enfant dans la vie, tu montes sur scène devant 6, 7, 800 personnes, tu vis quelque chose, c'est quelque chose qui marque, mais au-delà de ça, il y a un moment dans le tour où c'est l'enfant lui-même qui crée la magie, puis il y a un très beau message d'espoir qui vient avec ce numéro-là. Tous les parents dans la salle font « Ah! » Puis l'enfant repart avec quelque chose qu'il peut garder aussi avec lui. Fait que c'est des choses... c'est très à l'image de ce qu'on veut faire avec le spectacle. Dans ce numéro-là, on le fait avec un enfant. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée que les gens ressortent de là un peu transformés.
j'espère que cette magie-là qui opère avec l'enfant, elle opère avec tous les adultes ou même les personnes âgées qui viennent voir le spectacle, parce qu'il y a vraiment de tous les âges dans la salle, qu'on sort de là un peu transformé, qu'on a vécu des émotions, puis que ça nous trotte dans la tête pour les jours, les semaines, les mois qui suivent. C'est beaucoup ça l'idée. Puis le tour avec l'enfant en est très, très représentatif. Ouais. J'ai commencé à lire ton livre récemment, qui est sorti il y a déjà quelques années. Oui. Puis dedans, justement, rapidement, on voit l'enfant que tu étais. Puis c'est quelque chose que tu as abordé aussi dans d'autres entrevues par le passé. Est-ce que ce moment-là dans le spectacle puise directement dans ton historique à toi? Parce que je pense que l'enfant que tu étais a trouvé dans la magie un refuge, puis tu as déjà parlé publiquement de ton premier contact avec la magie. C'est pas un peu quelque chose que tu as voulu recréer justement avec l'enfant du spectacle, oui, mais avec l'ensemble du public aussi? Ah, absolument, tu sais. Puis le moment que je vis avec l'enfant dans le spectacle, c'est drôle à dire, mais à chaque fois, il faut que je contienne mon émotion parce que ça vient me chercher. Tu sais, on garde toujours avec nous une trace de notre enfance. On a toutes des... L'enfance, c'est ça qui nous forge un peu pour l'avenir. Donc moi, il y a une phrase finale que je dis à l'enfant qui résonne vraiment personnellement avec moi. Puis j'ai toujours un peu le trémolo dans la voix quand je le dis. Il faut comme je me retienne parce que je veux pas me mettre à brailler puis je veux pas casser le moment avec ça. Donc, c'est sûr, ça vient me chercher. Tu sais, le spectacle est écrit autour d'un narratif qui est collé sur mon enfance, sur ma vie, mais tout le monde peut se reconnaître là-dedans, mais c'est sûr que ça résonne beaucoup en moi, parce que ça vient chercher des souvenirs, ça vient chercher des choses. Puis pas juste le numéro avec l'enfant, comme tu le mentionnais, c'est tout le spectacle. En fait, tout le spectacle pose la question, qu'est-ce qu'on perd en vieillissant? Tu sais, parce qu'on gagne beaucoup de choses. On gagne en sagesse, en expérience, on devient plus fort, on raisonne mieux. Mais on perd cette espèce de naïveté-là, cette espèce de... Quand on est enfant, on a toujours le lendemain. On a toujours « quand je serai grand, je pourrai ». Et plus tu vieillis, moins tu l'as, ça, cet espoir en l'avenir. Ça. Et c'est dommage parce que tu n'abordes pas les choses de la même façon quand il n'y a plus le demain qui est toujours là. Puis je pense qu'on devrait, un peu comme adulte, garder ça. C'est un peu ce que le spectacle dit, sans être moralisateur, sans être... C'est un peu le ressenti qu'on a après les numéros. Puis je trouve que c'est un message qu'on n'entend pas beaucoup. Tu sais, on a beaucoup... notre relation avec l'enfant, c'est beaucoup on doit s'occuper de nos enfants, leur montrer la voie. Maintenant, qu'est-ce que les enfants peuvent nous montrer à nous? C'est un peu ça. C'est quelque chose que tu abordes de façon assez éloquente, le rapport à l'émerveillement. Toi, tu permets à à tous ceux qui vont voir ton spectacle de reconnecter avec cette portion-là. Toi, personnellement, je comprends que tu es un architecte de l'émerveillement. Toi, personnellement, où est-ce que tu vas chercher cet émerveillement-là dans ta vie? Bien, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller le chercher en regardant une illusion ou un tour de magie, vu que je travaille au quotidien dans les ficelles qu'il y a derrière ça. Mais l'émerveillement dans la vie, on peut... je pense que c'est une qualité de savoir s'émerveiller. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas comme humain. Donc, je dirais que je vais chercher mon émerveillement au quotidien avec mes enfants, d'une part. Je redécouvre ma propre enfance à travers leurs yeux. Ça, c'est une façon de voir. Puis je dirais que quand je fais de la magie même, moi, même si je connais toutes les ficelles, les secrets derrière mes numéros, quand je vois la réaction que ça provoque chez les gens, il y a un peu de contamination émotionnelle. C'est-à-dire que je reçois un peu leur émotion qu'eux vivent, je la ressens, puis ça me permet de la vivre un peu aussi, puis ça me garde émerveillé en quelque sorte. De voir l'étincelle dans les yeux des gens, je la vis un peu moi aussi par procuration. Ça, c'est peut-être la façon avec laquelle je garde l'émerveillement au quotidien. Mais sinon, je suis quelqu'un qui s'émerveille devant beaucoup de choses. La nature, tu sais, je suis un scientifique aussi. Moi, la beauté, la symétrie qu'il y a dans la nature, c'est quelque chose qui m'émerveille beaucoup. Le génie humain, on a des artistes incroyables qui créent des choses qui m'émerveillent. Donc, je pense que c'est une bonne chose de s'émerveiller, puis qu'on ne devrait jamais perdre ça. Des fois, on peut voir des individus, on peut dire ils ont l'air morts en dedans, eux. Quand on ne s'émerveille plus, il y a quelque chose qui meurt un peu en dedans de nous. Donc, voilà. Tu parles des autres formes d'art. Je sais que la musique occupe une place importante dans ton nouveau spectacle. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une forme d'art, justement, que tu apprécies particulièrement, qui te permet de connecter avec ce côté-là, toi qui s'émerveille?
Bien, c'est drôle parce que tu parles de la musique. Dans le spectacle, c'est la première fois qu'on a mis autant de musique dans le spectacle en termes de minutes, puis même d'orchestration. C'est Jean-Philippe Conclavès qui a fait la musique. C'est un grand compositeur, vraiment. Il a fait des musiques pour le Cirque du Soleil, pour plein de grands artistes. Et il a vraiment composé sur mesure les musiques de chaque numéro. Puis je ne soupçonnais pas ça, mais je me suis rendu compte que la musique, moi, me porte vraiment. C'est José Lito qui me l'a fait remarquer. Dès que les premières notes de la musique d'un de mes numéros commencent, tout de suite, ça fait que je suis incarné. C'est comme si ça mettait l'ambiance tout de suite. Fait que c'est définitivement une forme d'art qui m'affecte. Moi, dès qu'on fait jouer une musique dans une pièce, je pogne un peu le mood de la musique, puis j'agis plus pareil. Fait que puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. On le sait, la musique, c'est un art qui voyage par les ondes aussi, qui est accessible à tout le monde. Les plus gros hits sur la planète, souvent les enfants qui écoutent à peine la musique les reconnaissent puis les fredonnent. Donc il y a quelque chose de très viscéral dans la musique. Mais je suis quelqu'un qui s'intéresse à presque toutes les formes d'art. Puis on essaie, il y en a beaucoup dans le spectacle, on a essayé d'en mettre. Il y a beaucoup d'art visuel parce qu'il y a des projections vidéo. Il y a beaucoup l'art théâtral aussi parce qu'il y a des moments de grande poésie où la magie fait place. La magie devient un tableau, en fait, qu'on regarde, qu'on contemple. Donc, j'aime beaucoup les arts visuels, le théâtre, la musique, l'art abstrait aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est abstrait, ce qui est absurde, les choses qu'on ne comprend pas, que c'est abstrait, mais ça vient chercher quelque chose. Chez nous, j'ai une fascination, je suis quelqu'un qui aime comprendre. Donc, quand quelque chose génère des émotions, mais que je ne le comprends pas trop, ma curiosité est piquée. Tu l'as dit tantôt, tu es un scientifique. C'était un peu ton approche dès le début de ta carrière d'amener l'angle magie. Même au début de ton livre, tu te dis la magie pure n'existe pas, c'est des illusions, c'est tout ça. Tu as fait des études très poussées d'ailleurs, maîtrise, tu as commencé un doctorat. En commençant à lire ton livre, je me suis dit, la plus grande discipline que doit avoir un magicien, c'est un peu de ne pas révéler ses trucs. Oui. Je me demande si c'est dur pour toi, ton côté scientifique, de justement te tenir loin de cette envie-là d'expliquer. C'est une bonne question parce que c'est vrai que la vraie magie, on va dire, n'existe pas, mais je pense que je vais nuancer ça. Parce que je pense que ça fait quelques années maintenant que j'ai écrit le livre. Je pense que la vraie magie, en fait, existe. Elle existe dans les yeux puis dans la tête des gens. Donc, c'est une forme imagée d'existence, mais quand même, on ne peut pas le nier. Parce que moi, j'aime croire que ce que je fais, c'est des illusions, évidemment, mais qu'elle crée de la vraie magie dans les yeux et la tête des gens. Et oui, au début, quand on fait de la magie, surtout quand on commence, on a le réflexe de vouloir expliquer le secret, parce que souvent, le secret est fascinant. On a le goût de dire, ah, regarde comment c'est incroyable, comment ça fonctionne. Puis, évidemment, pour retenir cette envie-là, parce que souvent, quand les gens voient comment ça fonctionne, oui, tu as quelques personnes qui vont être impressionnées par l'ingéniosité, souvent les esprits plus scientifiques, plus cartésiens, mais la grande majorité des gens vont perdre un peu l'espèce d'espoir que c'était de la vraie magie. On sait tous, n'importe qui est mature sait que la vraie magie n'existe pas, mais c'est comme s'il y avait un petit résidu de notre enfance qui espérait toujours que ce soit de la vraie magie. Puis quand on montre le secret, on vient tuer ça. Et ça, je pense que c'est la raison principale pour laquelle les magiciens doivent garder leur secret. Tu sais, d'ailleurs, on voit parfois sur les réseaux sociaux, puis on l'a vu il y a quelques années avec des émissions où il y a des magiciens qui révèlent les tours, qui les dévoilent. C'est très populaire sur les réseaux sociaux parce que c'est très accrocheur au début d'une vidéo de se faire dire « Voici un tour de magie incroyable et je vais t'expliquer, si tu restes jusqu'à la fin, comment ça fonctionne. » C'est tentant. Mais vous remarquerez que tous ceux qui expliquent ces numéros-là, c'est jamais des magiciens reconnus qu'on connaît. C'est des magiciens qui n'ont pas réussi à avoir du succès avec la magie et que là, un peu, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de révéler les tours. Puis, il n'y a pas personne qui va se rappeler de ces gens-là. On se rappelle des grands magiciens, ceux qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait vivre une émotion. Parce que c'est ça qu'on se rappelle comme humain, on se rappelle de l'émotion qu'on vit. Et c'est pour ça que les magiciens, on doit garder nos secrets parce que c'est notre outil pour faire vivre des émotions. Lorsqu'on étale nos outils, on fait disparaître un peu de ce pouvoir-là de générer de la magie dans la tête et les yeux des gens. Tu reviens constamment à l'émotion.
dans les premières pages de ton livre, on découvre un enfant qui était assez solitaire, qui s'est réfugié dans la magie, entre autres le tour des élastiques que tu évoques. Puis une partie que je trouvais particulièrement forte, c'est quand tu décris les premiers applaudissements. Oui, oui. Puis après ça, j'ai écouté d'autres entrevues de toi où est-ce que tu disais que justement, quand tu recevais des applaudissements, quand les gens t'écrivaient des commentaires, tu te sentais, tu as utilisé le mot pertinent. Puis ça a vraiment résonné chez moi. OK. Parce que visiblement, tu es quelqu'un de très, très perfectionniste. La discipline que tu pratiques l'impose par sa nature. Le fait de miser sur l'émotion, d'aller chercher cette émotion-là chez les gens, mais de la vivre toi aussi sur scène. Est-ce que c'est un peu une drogue pour toi? Parce que le premier moment que tu l'as vécu, tu l'as décrit comme quelque chose d'extrêmement fort. On reviendra à la pertinence plus tard parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup, je trouve. Mais cette émotion-là, tu la partages avec ton auditoire? Ben oui, c'est sûr, parce que, en fait, c'est difficile pour moi de t'en parler sans passer par le mot pertinent, parce que c'était vraiment le sentiment qui m'habitait. Avant ça, je cherchais ma place. Avant de goûter aux applaudissements pour la première fois, je n'étais pas quelqu'un qui était particulièrement bon à l'école ou bon dans les sports. Je me faisais pas des amis particulièrement facilement. Parfois, je me sentais même comme un boulet pour les gens autour de moi. C'est seulement le jour où j'ai fait un tour de magie, où là, soudainement, ça piquait la curiosité des gens autour. Les gens m'en redemandaient, m'applaudissaient, où là, je me sentais pertinent. Je sentais que j'apportais quelque chose aux gens. Puis ça a été un sentiment très, très enivrant, surtout au début, parce que je venais de passer plusieurs années de mon enfance à ne pas me sentir comme ça, puis à rechercher ça. Donc la première fois qu'une foule t'acclame, là, je me sentais sur mon X pour la première fois. Fait que c'est un moment marquant. Puis je pense que toutes les premières années, tout le travail que j'ai mis pour me construire comme magicien, c'était un peu poussé pour retrouver ces applaudissements-là, l'espèce de drogue. J'avais besoin de cette approbation-là du public. Je dirais, avec le temps, ça s'est un peu transformé au sens où j'ai l'impression qu'à un certain moment, j'ai été rassasié des applaudissements. J'ai eu envie de dire au public, vous, par vos applaudissements, vous m'avez beaucoup apporté. Maintenant, je me sens pertinent. Maintenant, je sens que j'ai une place ici. Maintenant, j'ai le goût de vous redonner à vous. Il y a un switch qui s'est fait à peu près à mi-chemin dans ma carrière professionnelle où j'ai commencé à vouloir faire des numéros qui allaient apporter quelque chose aux gens, qui étaient porteurs d'un message, qui allaient apporter une émotion justement avec laquelle on allait faire un bout de chemin avec. Fait que je dirais que tous les arts vivants, il y a un échange avec le public. Le public donne à l'artiste redonne. C'est un échange. Je pense que c'est une des plus belles formes de communication qu'on a entre humains, c'est l'échange entre artistes et public. La magie a quelque chose de très protocolaire, de très solennel. J'ai vu les photos de ton spectacle, tu es habillé tout de noir vêtu. J'avais un peu peur pour toi en voyant le soleil aujourd'hui. C'est ça change ici du décor. J'espérais que tu n'arrives pas tout de noir vêtu. Mais de te permettre d'aller vers cette émotion-là, est-ce que c'est nouveau pour toi? Parce que tu l'as dit, il y a eu un switch dans ma carrière. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, justement, le personnage du magicien et devoir lutter pour ne pas laisser l'émotion prendre le dessus pendant la performance? C'est complètement contradictoire, tu le nommes bien. Oui, puis j'avoue, le moment où j'ai voulu faire le switch, j'avoue que je ne savais pas trop comment faire ça, puis que les premiers essais que j'ai faits étaient maladroits. Puis à ce sujet-là, il faut que... Je ne peux pas ne pas mentionner José Lito Michaud, parce que lui est arrivé dans ma carrière puis il m'a vraiment aidé. J'aime dire qu'il a apporté un supplément d'âme à ce que je fais. Pour lui, José Lito, c'est son dada l'humain. C'est quelqu'un de profondément empathique, profondément généreux, qui donne, qui veut aider les gens. Donc, ma rencontre avec lui, il y a de cela quelques années, me faisait comprendre que cet homme-là a quelque chose que j'aimerais provoquer avec ma magie. Puis je cherchais comment. C'est sûr que le jour où on s'est mis vraiment à travailler ensemble, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, il est devenu mon manager, mais il est aussi le directeur artistique du spectacle, le metteur en scène. Et c'est lui, je pense, qui m'a vraiment montré comment on peut raconter son histoire ou exprimer quelque chose et que ça résonne chez les gens, que les gens ne soient pas juste spectateurs
d'un artiste qui raconte son parcours, mais que vraiment, ils se reconnaissent là-dedans et ils tirent des conclusions pour leur propre vie. Donc, fait que pour revenir à ta question, parce que tu disais, oui, c'est contradictoire, puis tout est une question d'équilibre. Il y a tout un bout où, oui, je peux être habillé en noir puis solennel, mais je peux verser une larme aussi, montrer une vulnérabilité. Puis c'est un peu ça. J'étais un peu tanné, moi, de l'image du magicien super puissant, qui n'a aucune faille, qui se trompe jamais, de montrer un magicien qui a son côté sombre. Pas sombre dans le sens de triste ou obscur, mais dans le sens, il y a des blessures qui essaient de combler avec la magie. Ce côté-là, je trouve qu'il est intéressant, puis je trouve que c'est peut-être ça qui explique le succès du spectacle, c'est qu'on peut se reconnaître à travers le magicien. C'est pas juste une entité supérieure comme un dieu ou que ça soit quelqu'un qui est humain au fond. Je pense que c'est ça, on découvre l'humain derrière le magicien parce qu'il y en a un. Voilà. Est-ce que je fais fausse route, puis corrige-moi si je me trompe, mais au début de ta carrière, tu mettais de l'avant un peu plus justement l'aspect scientifique de la magie pour rendre la magie accessible, humaine. Ouais. Puis là, tu es rendu plus à un stade où est-ce que justement c'est l'émotion, oui. C'est l'humain qui rend la magie humaine. Exactement. Oui. La science est quand même jamais bien loin parce que c'est. La science est dans la mécanique des tours. C'est encore elle que j'utilise pour créer la magie, finalement. Mais on va dire le narratif est devenu moins scientifique. Avant, j'aimais utiliser la magie comme un outil pour vulgariser la science, pour expliquer des concepts scientifiques que le public connaissait moins. Ça m'a bien servi pendant des années. Je pense que ça a fait ma marque. Ça m'a permis de faire de la magie avec un discours moins infantilisant, avoir moins une baguette magique, un chapeau, de la poudre de perlimpinpin. Je trouvais que ça parle aux enfants, mais moi, j'avais le goût de faire une magie qui parlait à tout le monde. Puis, fait que la science m'a permis ça, m'a permis de créer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les gens, en fait, ce qu'ils veulent quand ils viennent me voir en salle, ou qu'ils regardent une émission de télé, ou qu'ils viennent sur mes réseaux sociaux, ils veulent vivre de l'émerveillement. Ils veulent être bluffés, ils veulent être fascinés, ils cherchent une émotion. Donc maintenant, oui, avec mon équipe aussi, parce que tout seul, j'y serais vraiment pas arrivé, on cherche comment maximiser les émotions que les numéros suscitent. Dès le départ de l'entrevue, tu nous parlais justement de comment on construit un spectacle de magie. On comprend juste avec 2-3 phrases à quel point ça doit être justement une grosse équipe qui est mobilisée derrière tout ça. Ben ouais, tu nous parlais de José Lito Michaud. Oui. Parle-nous un peu du reste de ton équipe. Oui, bien, José Lito est le chef d'orchestre. Donc, c'est un peu lui qui guide pour que tout le monde aille dans la même direction. Sinon, il y a mon collègue Stéphane Bourgoin, qui est un magicien, un grand génie québécois de la magie avec qui je collabore depuis plus qu'une décennie maintenant, qui est vraiment mon acolyte, qui est derrière la création de beaucoup des illusions que je fais. C'est vraiment un cerveau de la magie, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Il y a Jean-Philippe Conclavès à la musique, qui a vraiment créé les musiques sur mesure. On a Jean-François Couture qui a fait l'éclairage. L'éclairage, c'est très, très important dans une forme d'art où on fait de l'illusion. Parfois, l'éclairage va attirer l'attention là où il faut ou à l'inverse, cacher des choses. Donc, ça, c'est beaucoup l'équipe de création. Je ne peux pas passer sous silence la tribu, qui sont mes producteurs québécois et qui sont avec les deux Belges Productions, qui sont le pendant européen, finalement, de la production. Donc, eux, ils ont quand même décidé de miser sur moi, ce qui n'est pas évident dans une ère où post-pandémique où les gens se sont habitués à rester chez eux, là, d'investir sur un spectacle comme ça qui est gros. Tu sais, c'est 2 camions et tout. Ça, vraiment, je leur en dois une pour ça. C'est vraiment pour leur vision. Donc, puis je dirais, il y a les gens qui ont fait mes costumes. Chaque morceau de vêtement que je porte pendant le spectacle a été fait sur mesure par des finissants en design de mode du Collège La Salle. Il y a des accessoiristes formidables qui ont travaillé avec moi. Je ne vais pas tous les nommer, là, mais il y a Marc-André Labelle, il y en a un qui m'échappe, Jean-Philippe Morin, Maurel Leroux, Acme. Puis là, ils ont tous travaillé sur le dernier spectacle. En fait, c'est plus de 70 Québécois en fait, qui ont travaillé sur le spectacle. Puis ça, c'est quand même une fierté. Ça, c'est que des Québécois. Sur mes autres spectacles, j'allais chercher à l'extérieur aussi parce qu'il y avait une expertise qu'on avait besoin. Mais là, vraiment, il est 100% québécois. C'est une grande fierté. Puis vraiment, je ne suis pas gêné du résultat. C'est 100% québécois, mais c'est un spectacle qui peut faire le tour du monde, vraiment. Tu parles que tu travailles avec des génies québécois de la magie. Est-ce qu'il y a des magiciens qui ont particulièrement marqué ton parcours? Oui. Bien, le premier magicien que j'ai vu dans ma vie, c'est un homme qui s'appelait Michel Cailloux, qui se faisait appeler Michel le magicien. Donc,
Les plus vieux s'en rappelleront peut-être, il était dans une émission en noir et blanc qui s'appelait La boîte à surprise. Il y avait des longues moustaches, un turban, vraiment un classique magicien. À chaque semaine, il faisait un tour et il enseignait un tour aux téléspectateurs. Moi, c'est les premiers tours que j'ai appris. Donc ça, c'est sûr c'est un personnage qui m'a marqué. Plus tard, mon père m'a amené voir un spectacle de David Copperfield quand M. Copperfield passait dans la ville de Québec où j'habitais à ce moment-là. C'est sûr, ça a été marquant pour moi. J'ai vu que, oh wow, on peut faire une magie comme ça, aussi grandiose que ça. Ça a ouvert mes horizons par rapport à ce qui était possible de faire avec la magie. Plus récemment, je me suis mis à aimer beaucoup un mentaliste anglais qui s'appelle Darren Brown, qui est un mentaliste, mais qui utilise beaucoup la psychologie. Donc, il utilise des techniques psychologiques pour faire des illusions de mentaliste. Donc, son travail est très analogique à ce que j'essaie de faire avec la science, pour faire de la magie. Donc, il a été très inspirant pour moi. Houdini, dont on va fêter le 100e anniversaire de la mort cette année, le 31 octobre, qui est peut-être le magicien le plus connu de l'histoire. C'est définitivement une inspiration aussi. Oui, voilà. Écoute, tu racontes au début de ton livre que tu définis l'illusion, le rapport à la réalité, puis comme quoi c'est à la base de tout ce que tu crées. Puis je veux revenir à la pertinence qu'on parlait tantôt. Comme quoi que tu t'es un peu senti vivre, tu as trouvé ta place grâce à la magie. Oui. Encore une fois, on revient à la contradiction. Puis je te disais un peu tantôt, avant qu'on commence même l'entrevue, que tu as une aura de mystère qui te rend particulièrement fascinant comme personnage. Le fait de te sentir exister comme ça sur scène, malgré le fait que tu t'installes dans l'œil du public en sachant très bien que les perceptions, en jouant sur les perceptions. Comment tu parlais de grande poésie tantôt. Est-ce que c'est pas là la plus grande poésie de tout le personnage de Luc Langevin? C'est-à-dire de se présenter de savoir, comme un illusionniste, comme un menteur, finalement? Ben, non, pas comme un menteur, mais de se nourrir des applaudissements et de la relation au public en sachant pertinemment qu'on vend du rêve. Oui, non, mais ça peut paraître contradictoire, mais en fait, je pense que ça ne l'est pas parce que c'est une convention qui est présente dans d'autres formes d'art. Quand on va au cinéma, on sait que c'est des acteurs, des effets spéciaux, que l'histoire qu'on nous raconte n'est pas réelle. Et pourtant, on vit des émotions. On sait que le chanteur qu'on va voir en concert, ça fait 100 fois, 200 fois qu'il la chante, la chanson-là, mais il la joue comme si c'était la première fois, comme s'il a composé à mesure. Même chose pour les humoristes qui nous racontent leur vie. Ça fait 200 fois qu'ils le racontent, mais ils racontent ça comme si c'était spontané, comme s'ils jasaient avec nous. Tout ça, c'est toujours de l'illusion, mais je suis très à l'aise avec le concept de montrer quelque chose qui n'est pas vrai, entre guillemets, mais pour générer des vraies émotions. Parce que la convention est claire. Si je prétendais avoir des vrais pouvoirs, puis que je demandais de l'argent aux gens en leur promettant de leur prédire l'avenir ou de leur dire la bonne aventure ou de régler leurs problèmes par la magie, là, ça serait autre chose. Mais là, la convention est claire que je vais vous raconter une histoire par la magie. Tout ça va être illusion. Vous allez vivre des émotions, mais c'est de l'illusion. Moi, je suis à l'aise avec ça. Il n'y a pas de dilemme en dedans de moi. Vu que je me présente comme un illusionniste plus que comme un magicien, justement. Ça aussi, c'est quasiment trop honnête. Ça peut être quasiment turn-off à quelque part. Mais c'est pour ça que je dis que j'aime penser que mes illusions créent de la vraie magie dans les yeux et la tête des gens. La dernière chose que je vais aborder avec toi, j'entendais dans une entrevue que tu as accordée au 98.5 il n'y a pas si longtemps, tu as abordé un épisode où est-ce que tu t'es mené jusqu'au surmenage. Oui. À une certaine époque de ta vie. Puis quelque chose qui m'a troublé là-dedans, c'est que tu t'es retrouvé aux soins intensifs à ne plus avoir la sensation dans tes mains. Exact. Pour un magicien, à quel point c'est traumatisant de passer par ce stade-là. Bien, c'est fou parce que ça aurait pu être extrêmement traumatisant, mais je me rappelle à l'époque, quand c'est arrivé puis que le médecin me l'annonce que je pourrais perdre l'usage de mes mains, bon, faut dire, à ce moment-là, j'étais bourré d'antidouleurs, fait que j'étais un peu dans les nuages aussi. Peut-être que ça a aidé à bien le prendre, mais j'étais encore à une époque de ma vie où José Lito dit « je mordais les murs », au sens où il n'y a rien d'autre pour moi qui comptait que de devenir magicien professionnel. Donc, pour moi, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Même si on me coupait les deux mains, je me disais, je vais continuer. Je me disais, je vais utiliser le fait que j'ai pas mes mains comme outil promotionnel, puis je vais dire, venez voir ce que je réussis à faire, même sans mes mains. Tu sais, j'essayais de tourner chaque épreuve comme une opportunité, en quelque sorte.
ça a souvent été ça. Tu sais, pour moi, chaque épreuve, chaque barrière est une opportunité. Quand la pandémie est arrivée, moi, j'ai tout perdu professionnellement. J'avais plus de spectacle, plus de tournage télé. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis en quelques mois, on a monté un spectacle en ligne qui a connu un super gros succès, chose que j'aurais jamais fait avant. Puis je pense qu'il y a une espèce de, pas résilience, mais tu sais, ça peut faire un peu psychopop de dire qu'il faut toujours voir le bon côté des choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu un bon côté à chaque chose. Puis moi, la maladie, quand elle a frappé, c'était terrible, mais je me disais, je vais faire du judo avec. Le judo, c'est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui. Je vais prendre l'épreuve, je vais m'en servir pour me propulser. J'ai pas eu à le faire finalement parce que tous les symptômes que je vivais ont disparu un après l'autre, puis je suis redevenu la personne que j'étais avant, un peu... on ne redevient jamais totalement comme avant quand on traverse une épreuve comme ça, mais j'ai continué les spectacles puis les tournages télé. Donc, mais pour répondre à ta question, il y avait une volonté de jamais me laisser arrêter. Je me disais, ça va être, si je meurs, là, je ne pourrai plus faire de magie, mais tant que je suis vivant, c'est ce que je vais faire parce que c'est là où je me sens pertinent. C'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Tu disais tantôt, quand on a évoqué la pertinence, que c'est plus nécessairement... Tu n'as plus nécessairement besoin des applaudissements pour te sentir pertinent. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, l'épisode qu'on vient de parler t'a appris à créer un certain détachement? Oui, c'est ça, parce que quand tu passes... Je ne veux pas te psychanalyser, là. Mais... Non. Excuse-moi. C'est un drôle d'endroit pour le faire. Absolument. Non, mais tu sais, quand tu passes 3 semaines aux soins intensifs, j'ai été un bon 2 mois en convalescence chez nous après. C'est sûr, tu as le temps de regarder le plafond et de penser. Fait que oui, il y a un peu à ce moment-là, beaucoup la réflexion qu'il faut que tu fasses. Après, je te dirais, c'est vrai, quand on dit j'ai plus besoin des applaudissements, c'est vrai, sauf que ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'en avoir. Parce que pour moi, les applaudissements maintenant, au lieu de me dire, par exemple, « Ah, ils m'applaudissent, ça, je suis donc bon, puis je suis donc fin, puis beau, puis gentil », c'est plus « Ah, ils ont aimé ». C'est plus ça. Maintenant, je le vois, « Ah, ils applaudiraient pas s'ils n'avaient pas senti quelque chose ». Fait que je trouve ma valorisation en me disant « J'ai apporté quelque chose » plutôt que d'essayer de me valoriser moi-même à travers la réaction des gens. Donc, elle est là peut-être la nuance. Luc, tu offres des émotions, tu offres de la magie dans ton nouveau spectacle. On invite tout le monde à aller le voir. Présentement, tu es à Saint-Eustache, mais on sait que ça va être diffusé un peu en différé. Tu es dans les Laurentides un peu à tous les moments de l'année. On va rediffuser ça un peu partout sur nos territoires. Je te remercie infiniment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Luc Langevin pour les années à venir? Là, tu roules ton spectacle jusqu'à épuisement des stocks. Oui. Après ça, à quoi on peut s'attendre? On peut me souhaiter de continuer de trouver de nouvelles façons d'émerveiller les gens. C'est beaucoup ça qui me motive maintenant. Comment faire rêver les gens de différentes façons. Je pense que ce serait quelque chose qui serait mutuellement avantageux. Moi, ça me ferait plaisir que les gens rêvent et je pense qu'on a bien besoin de magie par les temps qui courent. Donc, ce serait le souhait qu'on pourrait me faire. Bien, on s'en réjouit et je te remercie beaucoup pour ta grande générosité. Merci beaucoup. Merci à toi. Super entrevue. Merci beaucoup.